Salut Karim. Rebonjour Rafik. Bonjour, Alors pour cette deuxième journée, déjà je tiens à te remercier énormément toi et ta charmante épouse pour ton accueil. Je me suis senti vraiment Wild Dar. Ah oui. Voilà, donc j'étais très à l'aise. Merci. Et merci déjà pour tout ce que tu m'as appris hier durant ces entretiens et en off aussi. C'était vraiment une mine d'informations pour moi. Et un exemple, voilà. Ça passé, on va rentrer dans le vif de notre sujet. Si tu me prends comme ça, oui, t'as vu. Je vais t'aller encore plus. Bah allez, mais avec grand plaisir, On est à Dar al Hojja TV, on n'est pas avare de la connaissance. Et l'idée, c'est vraiment de faire des entretiens justement. On coupe pas, on te laisse t'exprimer. Il n'y a pas de langue de bois. Tu es libre de dire tout ce que tu veux. Et on va aborder un sujet, à mon avis, qui est quelque part, qui fait partie de notre patrimoine historique, nous les écologistes, et aussi du patrimoine historique de l'écologie algérienne, qui a été le combat donc, que vous avez mené contre justement comment dirais-je, l'introduction d'une autoroute dans ce parc national. Voilà. Alors j'aimerais bien que tu nous racontes un petit peu la genèse de cette histoire, le déroulement de votre combat, ce qui est justement un petit peu votre stratégie. Quelle a été votre stratégie? Comment après quelles difficultés vous avez rencontrées? Quelles facilités? Comment les relations avec la société civile locale, avec les populations locales, avec les autorités? Comment ça s'est passé? Et puis après, si tu avais des leçons à tirer, peut-être des enseignements qui justement pourraient nous permettre à nous, dans nos prochains combats, de tirer des leçons. Même si je pense que chaque combat, c'est un cas particulier, à mon avis, il y a des choses à en tirer. Voilà, donc je te laisse. Alors, l'autoroute, c'est encore un de ces nombreux combats qu'on a menés, qu'on a perdus. Alors, je vais te dire, l'autoroute, c'est un vieux projet. Les gens pensent que c'est nouveau, c'est un vieux projet qui date des années 70, mais qui a commencé à se concrétiser dans les années 80. Et il y a eu la première étude d'ailleurs qui est arrivée, elle est venue dans les années 86, 86-87. Et il y a le bureau d'études, il y a un bureau d'études qui est arrivé dans le coin. Et puis donc ils avaient tracé l'autoroute. Alors à ce moment-là, l'autoroute passait déjà dans le parc. Mais c'était plus facile. J'ai été simplement voir le Wali de l'époque où il dit: Monsieur le Wali, une autoroute ne peut pas passer dans le parc parce qu'il y a dans les textes une disposition qui dit on ne peut pas faire traverser le parc national par une voie à grande circulation. Définition, l'autoroute est une voie à grande circulation. Et ça a été très facile parce que à ce moment-là, le Wali, je pense qu'ils avaient plus de culture et plus de pouvoir que ceux qui sont venus après. On a simplement téléphoné au bureau d'études pour dire voilà, il y a un problème, il faut changer l'itinéraire. Et l'itinéraire a été changé pour éviter le parc en 86. Mais je ne sais pas si je dirais malheureusement, heureusement, ce projet a été gelé parce qu'on est entré dans une crise financière, je ne sais pas si tu t'en souviens, des années 80. Tout à fait, ouais. Quelques années après, donc j'étais là, je me promenais et je regardais un tableau où je voyais un nouvel itinéraire a été tracé dans le parc avec donc la reprise de ce projet du siècle. D'accord, ce tableau c'était... C'est un tablé, enfin il présentait, c'était lors d'une visite ministérielle. Ah d'accord. Et je regarde ce tableau et je vois que l'itinéraire avait repris l'ancien itinéraire, celui qui passait dans le parc. Donc là j'ai informé les autorités, mais je parle surtout de la direction générale des forêts. J'aurais dit écoutez, il y a un truc là parce que il y a quelques années, une dizaine d'années, enfin un peu moins, une dizaine d'années, il était question que l'autoroute évite le parc, mais là je vois que ça revient. Bon, il y a eu des échanges, etc., et même des promesses, et même des réunions. D'accord. Des réunions, l'itinéraire a été changé, soi-disant. Il a été changé, mais je ne sais pas ce qu'il y a. On m'a raconté un truc d'une cocasserie incroyable. On m'a dit, les gens qui sont venus négocier des forêts, vraiment je répète ça, mais ça me paraît un peu extravagant, mais je le dis quand même, on m'a dit qu'ils ont fait une confusion entre parc et lac. C'est la même terminaison. Et quand ils ont discuté, ils ont dit il faut éviter les lacs au lieu du parc. Et ils ont simplement dévié un peu l'autoroute, qui est passée un peu plus au sud des lacs. Ça fait un peu légende urbaine, ça. Bon, cette histoire est vraie, tu sais, elle ne me paraît pas invraisemblable, connaissant le niveau. Hein. Ça fait penser, tu sais, à l'histoire de l'émir Abdelkader avec le combat de la Tafna, tu sais, le traité de la Tafna, où ça avait été ça avait joué sur un mot, une confusion entre deux mots. Ils avaient réussi à l'arnaquer comme ça. Ok.
Et bon, finalement, et là quand on a vu que c'était comme ça, on a commencé à, on s'est constitué en comité, un collectif. Ni association, ni rien du tout, on a dit collectif. Nous, c'est qui alors? Alors le collectif, il y avait pas mal de gens, mais c'était des amis, des amis avec lesquels on a mené des combats autrefois. Beaucoup d'universitaires? Il y a des universitaires, oui, beaucoup d'universitaires, niveau universitaire, mais chacun avait maintenant, bon, il y avait des profs qui étaient restés à la fac, des gens qui sont allés dans la vie active. Mais c'était quand même, on va dire, un mouvement d'écologues, plus que d'écologistes. Les gens, c'était des gens qui étaient sensibles à l'écologie, à la défense de la nature depuis de longues années. Hein, et qui étaient aussi informés, qui étaient très bien informés. Donc c'était, j'allais dire le métier, mais en tout cas qui avaient une approche scientifique de la chose. C'était des écologues. C'était des écologues, enfin si tu prends le terme du point de vue académique, oui, on en avait, ils étaient enseignants et ils enseignaient les sciences l'écologie. Mais il y avait aussi des gens qui avaient cette culture de l'écologie, cette culture de la défense de la nature, qui était soit dans le privé, ça je pense à mon copain et mon ami de toujours, vétérinaire, bon Mazab d'un domaine, on a été tous les combats, on les a tous perdus ensemble, ça c'est pour la petite histoire. Mais je pense aussi à mes collègues de l'université Naba qui étaient là, à mes collègues, à mes amis et camarades de l'Institut national d'agronomie, et puis tous les gens que nous connaissions, enfin je ne peux pas tous les citer, mais enfin on était, il y a eu des animateurs de médias, très bien, parmi eux le très célèbre Hamid Belkacem qui a fait pendant plusieurs mois, qui a fait des chroniques quotidiennes. Et d'ailleurs, il faut que je le dise, il a eu des ennuis à cause de ça. D'accord. Il s'est fait un peu... il s'est fait tirer les oreilles. Oui, tirer les oreilles, on lui a même retiré cette chronique à un moment donné parce qu'il avait pris parti. Et donc voilà. Mais dans l'ensemble, quand même, on va dire, c'était des intellectuels. Oui. Voilà, dans un grand ensemble. Le noyau dur, oui. Voilà, le noyau dur, oui. ok. Le noyau dur, oui. C'était très peu de... même l'association qui était avec nous, c'était quelqu'un qui avait du bagage. Même le président de l'association qui était avec nous, qui avait un peu de bagage, c'était un universitaire qui connaissait très bien ce genre de questions. Donc voilà, alors on s'est constitué en collectif et puis on a commencé à faire bouger les choses. Donc les médias, on a créé un site et on a lancé une pétition qui a d'ailleurs assemblé 26 000. Oui, je me souviens de cette pétition. 26 000, c'était à l'époque la première, si j'ose dire, de pétition citoyenne qui avait atteint ce nombre de signatures en dehors de celles qu'il faisait pour les soutiens à droite à gauche politique, d'accord, qui celle-là a rassemblé 10 millions, c'est pas comment. Voilà, donc et on a lancé ça. Alors ça a été un combat, donc à fleury-moucheté entre nous et les autorités, surtout le ministre de l'époque, Amarou, qui était lui, et donc il y avait par presse interposée, par communiqué interposé, par personne interposée, chacun ayant ses porte-paroles à droite à gauche, on savait très bien ce qu'on voulait. Et il nous faisait savoir d'une manière ou d'une autre qu'il était prêt, et on a mené, donc on s'est battu, puis la presse nous a aidés. Et voilà. Et donc on a fait du ramdam, je crois que tout le monde en a entendu parler. Oui, tout à fait. Et on a été beaucoup soutenu par les médias. Beaucoup de journalistes et les médias ont repris notre combat, ça a fait la une des journaux pendant plusieurs, sur Facebook ou tout ça. Et puis, à un moment donné, ils ont fini par bon, je te dirais que ce combat, il était plutôt à ce niveau du collectif et des soutiens qu'il avait dans le pays. On était très peu soutenus dans le coin. Localement. Par les habitants. Les habitants, bon, pour eux, l'idée du parc national, c'est pas celle dont on voulait donner le contenu, c'est-à-dire que c'est une aire protégée, donc c'est fait pour la conservation de la biodiversité, c'est fait pour conserver les richesses naturelles, c'est fait pour l'enseignement, la formation, la recherche scientifique, c'est fait pour le tourisme de nature, donc c'est à ça que ça sert. Bon. Les locaux, pour eux, le parc national, ils en sont très fiers quand ça passe à la télé. Et quand on parle d'Al-Qala, ils sont très fiers le parc national. Alors c'est les locaux, pour eux, ce qui leur importe surtout, ça ne les importe pas, mais ce qui les intéresse, c'est cette image, enfin ce qu'ils soutiennent et ce qu'ils défendent, ce qui les rend fiers, c'est la carte postale.
Oh que c'est beau, oh que c'est beau, oh que c'est beau, oh là que c'est beau, les lacs, là, c'est magnifique. Voilà, ça s'arrête là. La Srifa écologique, voilà. C'est juste ce qu'il y a devant. D'accord. Voilà. Ok. Ok. Et alors ensuite, donc les locaux, mais ensuite il y a une campagne qui a été menée ici, localement, contre nous et contre beaucoup contre moi aussi, contre moi. Donc pourquoi? Alors évidemment on s'est lancé parce que on est devenu comme tu dis, des réactionnaires, donc des gens qui s'opposaient au progrès. C'est un obstacle au progrès, au développement. L'autoroute c'est le développement, et ça c'était relayer le discours politique, hein, c'était relayer le discours des élus, le discours d'en haut, le discours des gens qui et du ministre, de ce ministre et de tous les gens qui avaient des intérêts avec lui, hein, parce que cette autoroute maintenant on sait à quoi elle a servi, hein. Et donc tous ces gens qui étaient tout autour de la cour qui disaient non, il faut une autoroute, c'est le développement économique, c'est ça, bref, on connaît ces arguments. Donc il y a eu de l'opposition. D'accord. Hein. Donc il y a eu de l'opposition. Et dès le début, votre stratégie, c'était quoi alors? Alors, la stratégie, c'était simplement, c'était très clair. Hein. Alors, dans les communiqués, dans les échanges qu'on avait, enfin, on a voulu nous entraîner sur un terrain dans lequel on n'a pas voulu entrer. Je vais te dire lequel. Celui du débat sur l'écologie et sur l'opportunité et sur les effets, les impacts d'une autoroute quand elle passe dans les milieux naturels. D'accord. Alors là, on s'est dit, on évite d'aller sur ce terrain parce que les débats comme ça peut durer des décennies. Hein, d'accord? Ils ont déjà eu lieu ailleurs, on sait ce que ça a donné. Et ce n'est pas une histoire de débat, ce n'est pas une histoire d'opportunité, ce n'est pas une histoire de faire ou de ne pas faire une autoroute. D'accord? Mais surtout pour éviter de vous embourber, qu'ils vous sortent leurs experts de service. On nous les oppose et qu'on rentre dans des discussions, dans des débats. Voilà, et en plus qui ne toucheront pas l'opinion publique voilà, au final. En plus ça va lasser. Ça va lasser l'opinion publique. On s'est tenu à un argument, celui que la loi était claire. Pas de voies à grande circulation dans le parc national. Point barre. Il fallait l'appliquer. Voilà, il fallait appliquer cette loi. Donc on a sorti tous les arguments, on a expliqué, par contre on a expliqué pourquoi les gens ont pris les gens qui ont fait les lois, qui ont fait le statut du parc national, ont mis cette disposition. On a expliqué pourquoi il ne faut pas qu'une grande route passe dans un... Voilà, on a expliqué, mais sans rentrer dans le débat. Nous, on revenait toujours à l'essentiel, mais c'est interdit. Voilà. Maintenant, quelles sont les solutions? Alors, les solutions, on en a donné quelques-unes, mais ensuite on a fini un jour par nous retrouver. Je me souviens, c'était la veille d'un 5 juillet, on s'est retrouvés dans le bureau de ce ministre, à Marhoul. On était 4 ou 5 là, donc chacun devait raconter, on s'était entendu pour défendre, chacun devait prendre un aspect du dossier, hein. Il y en a un qui parlait de biodiversité, moi j'allais parler de la législation des aires protégées, quelqu'un d'autre devait parler du patrimoine, tout ça, on s'est partagé, on lui a bien expliqué. Et ils ont fini, enfin finalement je crois qu'il a reçu l'ordre, hein, de discuter avec nous. Le ramdam était tel, à la veille du 5 juillet, qu'au bout de Fépa, de lui dire écoute, calmez-moi ces protestataires, parce que là ça commence à bien faire. Donc il nous a reçus, et il nous a écoutés gentiment. Ça a très mal commencé. Et je peux dire comment ça a commencé. Hein. Ouais, il m'a dit, alors c'est moi, parce que là il était un peu dans la gêne, les copains étaient dans la gêne, un peu comme ça, le ministre, pas ministre. Alors, il a commencé à me dire, moi, pour le parc national, je ne comprends pas. Moi, le parc national, il est déjà l'objet d'altération, d'agression. Il a dit, oui, je ne vois pas. Et puis non, je dis, écoutez, monsieur le ministre, je vais vous dire tout de suite, hein, je suis d'accord avec vous. Mais la plus grande agression, la plus grande altération, c'est la vôtre. Et maintenant, si vous ne voulez pas qu'on discute de la vôtre, on arrête. Il voulait nous intimider, tu vois. Alors j'ai remis les choses en place, hop, ça s'est détendu. Les gens se sont un peu... ouais, j'ai compris. Ouais. Je dis ça va, reste à ta place, c'est bon. En plus, hein, concrètement, l'argument qu'il avait, c'est l'argument que le citoyen de base a en disant les gens ils jettent, alors pourquoi moi je jetterais pas? Voilà, donc ça c'est... Ouais. Je dis les touristes, et je te jure que c'est pas moi qui le dis, hein. C'est quelqu'un qui lui a répété ici. Monsieur les touristes qui prennent votre autoroute, ils passent à 120 à l'heure et ne regardent pas le décor. Exactement. Ils passent à 120 à l'heure pour aller à Tunis et ils ne regardent pas dans le décor. D'accord, donc c'est un mauvais argument. Arrêtez de nous bananer. Et donc à la fin, on a expliqué un certain nombre de choses. Et à la fin, bon, on
je sais pas, il a fait semblant d'être convaincu. Et on s'est arrangé sur 3 choses. 1, que l'autoroute n'entrerait pas dans le parc. Parce qu'il était encore assez loin, hein, il était à côté de Jade. 2, qu'il allait créer un observatoire dans lequel on allait discuter pour voir un peu les tenants, les aboutissants, mais que ce laboratoire, cet observatoire avait aussi la tâche de trouver un nouvel itinéraire. D'accord. Oh, tu m'excuseras, mais je ne me souviens pas des autres points. Oh, le troisième, ouais, bon, d'accord. D'accord. Je te signale que, oui, enfin, ça c'est venu après. Et donc on est parti sur cette histoire. Voilà, assez satisfait dans l'ensemble d'avoir... On s'est dit, bon écoute, c'est un premier pas. Bon, ça va. Mais bon, c'était... alors la leçon qu'il faut attirer, c'est ne jamais croire ces gens-là. Ne jamais croire ces gens-là. Ou alors prendre des tas de dispositions. Faut pas, bon, de toute façon, on ne pouvait pas faire autrement. Et bon, ben, on est sorti, on s'est dit, bon, ça va, on a fait des communiqués, on a arrêté, bon, d'accord, bon, on s'est dit, il faut pas... Mais ce qu'il y a, c'est que pendant l'été, il a été interrogé quelque part, je me dis, à Sétif, quelqu'un lui a dit, alors, et l'autoroute, il dit, l'autoroute, c'est une affaire classée. Donc, on pensait qu'il faisait référence à notre réunion. D'accord. D'accord. Et bon, on s'est dit, bon, d'accord, il tient parole. Mais 6 mois après, en janvier, les bulldozers rentraient dans le parc, ils ont commencé à taper dans le parc. Alors, quand je l'ai revu, j'ai dit, monsieur le ministre, vous n'avez pas de parole. Vous n'avez pas de parole, vous n'avez pas tenu parole. Il me dit non, non, mais c'est pas moi, c'est le gouvernement. Je lui dis, mais vous avez pu nous contacter. Oui, au moins. Le gouvernement. Hein, c'est le gouvernement. Non, le gouvernement n'a rien voulu entendre. Je lui dis, mais d'accord, il fallait nous appeler. On aurait pu convaincre le gouvernement. Le gouvernement, à l'époque, il était dirigé par comment il s'appelle? Oh là là. C'était qui le Premier ministre à l'époque? Bah, il est là dans la tête, mais Abdelaziz Belkhadem. D'accord. Donc c'était Abdelaziz Belkhadem qui était à l'époque. Et donc on a repris le Ramadan. D'accord, avec ça, donc on a dit voilà, ils ne tiennent pas parole, tout ça, et on a fini par être reçu aussi par... parce qu'on a dit qu'on a fait savoir qu'avec tout ça, le pouvoir actuel ne répondait pas, avec la répétition, il n'écoutait pas, il ne répondait pas aux appels de la population, aux appels des écologistes concernant le parc. Donc on a fini justement la population, est-ce qu'au fur et à mesure de votre combat, vous aviez commencé un petit peu à gagner leur assentiment, ou ils sont restés toujours, contrairement à ce qui s'est passé à Insalar, où vraiment, et c'est peut-être là que la sauce a pris vraiment de façon peut-être un peu plus consistante. La population d'ici, à part les soutiens, les gens là, parce qu'il y avait des gens d'ici qui étaient avec nous. Ouais, bien sûr. D'une manière générale, c'est des gens qui se sont pliés au discours politique, au discours politique des élus. Populistes, démagogistes. Voilà. Pour eux, l'autoroute, il y a une bande de rigolos là qui sont écologistes, des Verts, qui veulent empêcher le passage de l'autoroute, alors que l'autoroute, ça va nous amener le bien-être, la prospérité, truc. Voilà. Avec le recul, cette population, qu'est-ce qu'ils pensent de la alors maintenant, avec tous les enfin, j'ai entendu ensuite l'autoroute. Alors, je vais te raconter quelque chose. Parce que là, à un moment donné, on est reparti. Le chef du gouvernement était reçu par le chef du gouvernement, Belkhadem. Et on était reparti parce qu'on avait fait du Ramadan. On est reparti à 3, ce moment-là a été reçu. Et je te dis, on est parti avec les trois propositions qu'on avait faites, dont celle du contournement et qu'on avait fait faire. Hein, parce et à l'époque, ils nous avaient dit non, 180 millions, c'est trop. Et ça va rallonger les délais. À l'époque, hein, donc c'était en 2007. Hein. Ah ouais. 2007. C'est trop et ça va rajouter dans les délais de réalisation. Quel kilo. Alors, quand on voit ce qui s'est passé après. L'autoroute n'est toujours pas finie. Voilà. D'accord. Et là, aujourd'hui, je ne me souviens plus, j'ai le chiffre, hein, je peux te le donner, et ça a coûté 4 ou 5 fois plus cher. Voilà. Ce qu'ils sont en train de faire, c'est l'itinéraire qui a été maintenu. Voilà. C'est pour te dire, hein. 10 ans, 15 ans après, 12 ans après, l'autoroute toujours pas finie. Toujours pas finie, ouais. Voilà. Là, les Tunisiens, ils avancent. Hein. Ils vont arriver à la frontière avant nous. Ah, bien sûr. Ouais. Voilà. Donc, c'est pour te dire ça. Et à ce chef du gouvernement, qu'on n'a pas réussi. Enfin, le final c'était oui, non, mais vous avez raison, je vous crois, mais je vais donner ça à mes experts et on verra ce qu'ils ont à dire. Je dis, écoutez, monsieur le Premier ministre, je dis, imaginez que votre autoroute passe dans les ruines de Timgad. Ouais. Ah, il me dit, je dis, imaginez un peu que ça passe dans les ruines de Timgad. Ah, il me dit, non, je dis, c'est exactement la même chose. D'abord, c'est interdit, ensuite, pour nous, on a exactement le sentiment que vous venez d'avoir. D'accord. Voilà, et puis ensuite, finalement, on s'est dit, on va porter plainte devant le Conseil d'État. Et alors, pour porter plainte, on nous a dit qu'il fallait trouver au moins 5 associations pour porter plainte. Enfin, on a eu
des avocats qui ont fini par avoir la trouille aussi. D'accord. Bon, je ne dis pas la trouille, mais bon. En tout cas, devant l'ampleur du problème, ils ont tous trouvé des prétextes pour ne pas s'en pas. Et donc, finalement, on n'a pas trouvé les 5 associations algériennes pour signer la plainte au Conseil d'État. Et ben, la plainte n'a pas été reçue. Les avocats, bon, ça c'est tombé à nous. Mais la pétition avec les 26 000 signatures, nous l'avons quand même emmenée à la présidence. Quand nous l'avons déposé à la présidence. Et puis voilà, c'était la fin de l'histoire. C'était la fin de l'histoire. Écoute, tu sais, je t'ai laissé dès le début quand tu as dit que tu as perdu beaucoup de combats. Ouais. En fait, j'aimerais faire une corrélation avec le Hirak actuel. Oui. Parce que en fait, pour moi, tous les combats que vous avez peut-être perdus sur le terrain, vous les avez gagnés sur les esprits. Et moi qui suis de la génération qui vous a succédé, et d'autres même qui sont de la génération qui succède la mienne, en fait, chacun de vos combats, en fait, ça chacun de... Ça fait avancer un peu les choses. Beaucoup, beaucoup. Parce que si aujourd'hui, il y a une culture, il y a cette culture écologique qui est en train, au fur et à mesure, c'est vrai que ça prend du temps, mais elle s'installe, et elle s'installe partout. Je veux dire, on l'a bien vu d'ailleurs quand il y a eu l'histoire du gaz de schiste. Là, c'était les populations locales qui ont été la base du mouvement de contestation, excuse-moi. Et ça a été le contraire. Cette fois-ci, ça a été plutôt la communauté scientifique, intellectuelle qui ont suivi. Et chacun de ces combats, détrompe-toi, ça a été une pierre. Parce que c'est pas un combat qui va se mener... je serais même tenté de te dire que ceux qui ont obtenu des résultats facilement, ils ont fait des concessions, voilà, et que je pense que justement ceux qui ont la politique de penser qu'on peut obtenir les choses, qu'on peut gagner face à cette mythologie politique, parce que pour moi c'est vraiment une approche mythologique de l'écologie, en général ils gagnent que des petites victoires, et c'est des victoires symboliques, et souvent ils acceptent de gagner ici pour perdre de l'autre côté et vice versa. Donc non, moi je pense que c'est à l'image de notre combat national pour pas seulement une meilleure Algérie, mais pour la meilleure des Algéries. Je vais te dire quelque chose, tu sais qu'on a, dans notre combat, je vais te dire notre position, on nous a dit, je vais dire, parce que quand tu dis Hirak, tout ça, bon, ça me rappelle qu'effectivement on avait aussi un principe de base qui était, on nous a dit il faut alerter les organismes internationaux. Et on a eu la pression, on dit non. Nous connaissons les organismes internationaux. Tout à fait. On les a connus quand il y avait l'Irak. On a connu quand il y avait l'affaire de l'Irak et la pollution. On les a connus sur les histoires de Méditerranée, on les a connus. On a dit on se battra tout seul entre Algériens. Exactement. Et il ne faut pas compter sur eux. Et si il faut faire appel à eux, eh ben, bon, ça sera une petite missive comme ça pour le dire, bon, tenez, vous êtes informés et puis vous restez à votre place s'il vous plaît. Surtout, vous ne mêlez pas de nos affaires. C'est même contre-productif. C'est même contre-productif. Parce qu'on a toujours su que c'était un combat d'Algériens et que la solution ne pouvait venir que d'entre nous. Ça, on était convaincus de ça. Surtout aussi, c'est qu'après, c'est réutilisé par le régime, le pouvoir, pour dire qu'en fait on est des envoyés de la main étrangère et tout. Tu sais, moi j'ai eu le même problème, enfin j'ai eu le même choix cornélien quand à l'époque de la COP 21 en France et tout, je représentais en fait la presse algérienne, les médias algériens de l'environnement, à un colloque qui a eu lieu à Bordeaux. Et donc on m'avait invité et on m'avait proposé de faire aussi une conférence sur un atelier sur le gaz de schiste, le combat qu'on avait. J'avais été clair avec eux, je leur ai dit écoutez, si vous voulez qu'on parle de gaz de schiste de manière internationale, du sujet et tout, aucun problème. Mais si c'est de l'Algérie. Mais si vous voulez parler de ce qui se passe en Algérie, je suis désolé. Venez là-bas. Voilà, on lave notre linge sale entre familles et. On a eu, nous, écoute, on a eu quelques. On sait un peu, tu sais, avec les organismes internationaux. Bon, il y en a pas tous, hein. Il y en a qui se mêlent des affaires et puis finalement ils sont d'aucune efficacité. Bien sûr. Ils sont d'aucune aide, d'accord. Il y en a qui ont une petite aide comme ça, enfin une petite aide, c'est-à-dire qu'ils ont peut-être. Mais on a refusé, mais c'est un principe, hein, on a refusé de faire appel à eux. D'accord. On a refusé de faire appel. Et d'ailleurs, je te dis, il y a quelqu'un, une personnalité politique française, enfin un écologiste, un grand écologiste, je ne te dirai pas son nom, qui nous avait promis de passer un coup de fil à Bouteflika. Hop, si vous voilà. Non. On n'a pas besoin. Non, ça va. Il dit non, c'est simplement pour vous dire, voilà, vous voulez être informé, ben vous avez l'information, mais s'il vous plaît, vous ne mêlez pas de vos affaires, même si c'était Bouteflika. S'il vous plaît, non,
On a dit non, on n'a pas besoin de ça. Et parce qu'on était persuadé que la solution ne peut venir que de chez nous. Exactement. Parmi nos gars. La question de l'écologie algérienne, c'est Shkoun Mouleddar. C'est la question numéro 1 de la darologie, c'est Shkoun Mouleddar. Hna Mouleddar, il faut y répondre. Et Kingoulou Hna Mouleddar, c'est une réponse qui veut dire qu'on a des droits et des devoirs. C'est ça, Mouleddar. Et des responsabilités. Et des responsabilités. Oui. Voilà, écoute, on va pas trop tarder parce que là, on va faire une petite balade en bateau avec notre ami Ali, là, le perchiste, qui nous attend. Oui. Et qu'est-ce que je voulais dire je voulais te remercier beaucoup. Juste, vite fait, si tu avais un message à faire passer, justement. Pour moi, tu fais toujours partie de la génération des écologistes. Oui. Mais on va dire tu es notre grand frère. Oui. Tu fais partie de nos grands frères et nos grandes sœurs qui nous ont inspirés. Oui. Quel message de grand frère et de collègues aussi, de camarades de lutte, tu aurais à nous transmettre là, comme ça, sur le feu? Si tu veux, je vais dire mon sentiment. Bon, moi je suis de ces Algériens qui pensent que nous avons un pays merveilleux, tu comprends? Bien sûr. Un pays merveilleux, extraordinaire. Alors quand tu te promènes et puis quand tu vois par exemple tout ce qu'on a comme territoire, quand tu vois aussi ce qu'on a comme plantes, comme animaux, ce qu'on a comme végétaux, ce qu'on a comme milieu, comme biodiversité, tu te dis mais ça il faut que ça reste le plus longtemps possible, il faut qu'on le protège parce que c'est pas seulement pour nous, mais c'est pour les gens qui vont, c'est pour nos enfants. Pour les générations futures. C'est un véritable trésor. D'accord? Alors qu'est-ce que tu veux que je te dise? Je vais vous dire ce trésor, les gars. Les nanas. En plus, je sais que toi, ça va, t'es de notre bande là. Et les nanas, d'accord. Voilà. Elles sont actives. Hein. Ouais. Donc, oui, j'ai oublié. Oui, alors il faut tout faire pour le protéger. Et le protéger, il faut toujours pour le protéger, pour le laisser, et puis en faire un héritage qui puisse passer de génération en génération. Ça, c'est le plus important. Mais aussi, il faut apprendre à le protéger, parce que c'est ce qui nous manque aujourd'hui. Apprenez, allez aux bonnes sources, d'accord? Ne reprenez pas automatiquement les clichés, ne repartiquement les leitmotivs qui viennent de là et là. Ne répétez pas comme ça. Bêtement. Enfin, il faut le faire avec un peu de formation, avec un peu de lecture, beaucoup de lecture, beaucoup d'ouverture d'esprit. Regardez ce qui se passe dans le monde, et quand je dis dans le monde, c'est-à-dire ce qui se passe, que font les gens comme nous, les gens qui aiment leur planète, qui aiment la Terre, qui ont compris que la Terre, il faut absolument la protéger, parce que c'est l'avenir de la femme et de l'homme. Hein. Je vais te dire ça comme ça. Voilà. Alors c'est un trésor qu'il faut savoir protéger. Hein. Mais il faut le protéger avec de la culture, de l'information, de la formation, de l'éducation. Je dirais pas de l'intelligence, seulement du bon sens. Et de l'organisation. Et du bon sens. Voilà, et n'utiliser l'émotion et l'opinion qu'à des moments précis avec parcimonie. Parce que l'écologie algérienne, comme toutes les écologies, là on va dire écologie politique au sens police, ça veut dire de l'implication dans la vie de la cité, de la grande cité Algérie, de notre grande douar locale, ça passe par la connaissance et non pas l'opinion. Voilà, il faut éviter ça parce que ça, à chaque fois, et on a tous fait cette erreur à un moment de notre vie, ça décrédibilise la cause. Et on vous remercie beaucoup et on vous dit à bientôt. Là, on va se diriger donc vers la barque. Là, on va partir à délire écotourisme. Ouais. Il arrive. Attention là, attention, tu vas trouver les pieds. Ouais. Voilà, donc on va faire une petite vidéo justement, une petite balade à bord de cette embarcation avec Ali, donc qui pratique la navigation avec la perche, hein, donc un moyen très écologique. Et voilà, on va s'immerger dans le lac Tonga. À tout à l'heure.